On va vous parler d'une étude qui a été réalisée par Henri ici présent et qui va vous la présenter, qui s'appelle Résidentiel, la grande accélération. En gros, la présentation va se décliner en trois parties. La première, c'est les fondamentaux du résidentiel qui, pour nous, sont d'abord démographiques et de l'ordre du territorial, c'est-à-dire ce qu'on appelle la métropolisation, du sociologique, etc. Et pour moi, la grande leçon, c'est que les facteurs de croissance du résidentiel en tant que classe d'actifs sont structurels et pas cycliques. D'accord ? Ça, on va essayer de le développer un peu. Le deuxième point, c'est que, et là on est plus prospectif, c'est qu'il y a un développement de ce qu'on appelle le résidentiel géré, que moi j'appelle le résidentiel augmenté, c'est-à-dire le résidentiel qui est du sur-mesure pour des segments de population. Les célibataires pour le co-living, les seniors pour le résidentiel senior, et même les familles avec ce qu'on appelle le build to rent. Donc ça, cette apparition des modèles de résidentiel, entre guillemets, gérés, c'est une tendance lourde. Pour nous, c'est une tendance qui va se développer et qui va vraiment croître quand il y aura des opérateurs matures. Et donc, on va essayer de vous expliquer pourquoi et comment. Et puis le troisième point, c'est ce que j'appelle moi l'institutionnalisation du marché résidentiel. C'est-à-dire le fait que nous, en France, on voit moins ça parce qu'on a une tradition d'une propriété qui est mitée, d'une propriété qui est atomisée entre des gens, et on va expliquer pourquoi, entre des familles qui achètent leur appart. Et donc, on a moins de vision du résidentiel comme bloc. C'est cette vision du résidentiel comme bloc et comme objet acheté par des institutionnels qu'on voudrait vous donner, parce que ça, c'est une tendance lourde au niveau européen et français. Et donc, la raison pour laquelle les institutionnels vont de plus en plus venir sur l'immobilier résidentiel. Pour synthétiser un peu tout ce dont on va parler après, pour nous, il y a 4 évolutions qui sont vraiment structurelles et qu'il faut regarder avant de regarder, je dirais, les variations conjoncturelles de est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, est-ce que la fiscalité est favorable, pas défavorable, est-ce qu'il y a des problèmes ici ou là. C'est l'évolution démographique, c'est l'évolution sociologique, c'est la métropolisation. Donc on va aussi parler un peu de ce que j'appelle la métropolisation post-Covid, puisqu'il y a eu toute une discussion sur le marché, sur le thème, est-ce qu'il va y avoir une démétropolisation due au télétravail ? Donc on va essayer de vous montrer que non. Enfin, si, mais pas comme on croit. Et puis, cette question de l'institutionnalisation. Première partie, et là je te laisse la parole Henri, sur un peu rappeler des fondamentaux démographiques, parce que on va voir que c'est ça un des principaux moteurs. Donc voyons tout de suite donc, la métropolisation post-Covid. Et l'idée ici, c'est de comprendre les fondamentaux et les ressorts du marché résidentiel. Alors ici, vous avez une représentation qui vous est faite des enjeux démographiques au niveau de l'Union européenne, hors Royaume-Uni, et de la zone euro. Alors ce qu'on constate sur la période 2000-2030, c'est qu'entre 2000 et 2020, on a une croissance de la population. À la fois dans l'Union européenne, on est passé de 427 millions d'habitants à 448 millions. Et pour la zone euro, de 320 à 343 millions. Donc on voit qu'il y a une pression démographique qui s'est exercée durant cette période. Et après, sur la période 2020-2030, cette pression va continuer. De façon un petit peu plus intensive d'ailleurs en zone euro, puisqu'on va passer de 403 millions à 346 millions. Alors c'est intéressant ces éléments démographiques, surtout quand on le met en perspective du fait qu'on a à peu près 11 millions de personnes qui sont considérées comme mal logées ou sans abri en Europe. Donc vous allez avoir une population qui va continuer de croître dans les années qui viennent. Rien que, par exemple, pour la zone euro, c'est environ 300 000 personnes par an qu'il va falloir aider à trouver un logement, enfin, ou pour lesquelles il faudrait qu'ils aient un logement. Mais cette vue globale doit également être appréciée au niveau des pays.
Et qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'il y a des pays qui progressent, c'est les pays notamment en vert foncé, et d'autres qui baissent. Ceux qui connaissent une croissance de leur population, c'est par exemple la France, l'Allemagne, vous avez la Belgique, les pays du Nord. Et puis ceux qui connaissent plutôt une baisse de leur population, c'est par exemple le Portugal, l'Italie ou encore la Grèce. Et on le voit aussi certains pays de l'Est. Pour la France et l'Espagne, en fait, qui sont les deux pays qui connaissent une croissance de leur population la plus importante dans les 10 prochaines années. En France, c'est à peu près 170 000 personnes en plus chaque année qui devront trouver un logement. Et en Espagne, c'est 120 000 personnes. Donc on voit qu'il y a quand même des ressorts pour les différents pays. Mais tout ne s'apprécie pas de la même façon. Concernant maintenant l'enjeu des ménages, puisque c'est un enjeu qui est non plus démographique mais sociologique, c'est quelle a été l'évolution des ménages durant la décennie passée. Alors vous avez ici une augmentation vers le haut des ménages et la diminution des ménages vers le bas par rapport à leur taille. Et en abscisse, vous avez la taille moyenne des ménages. Donc plus vous êtes à droite du graphique, plus la taille va être importante, plus vous êtes à gauche, plus elle sera petite. Donc ce qu'on constate en fait, c'est qu'on a bien une diminution qui s'est opérée en fait de nos ménages, que ce soit à Paris, à Milan, à Helsinki, à Bordeaux, Lisbonne par exemple. Et puis on a aussi une taille, donc à date, qui est aussi, on le voit bien, qui se situe plutôt dans la partie à gauche du graphique. Donc, ce qui signifie qu'on a quand même des éléments sociologiques qui sont à l'œuvre, notamment, par exemple, des divorces qui conduisent à des ménages plus petits du fait des séparations, et puis aussi des choix des personnes qui vivent dans les villes, dans des zones métropolitaines, d'avoir des familles plus petites et pas des très grandes familles. Plus l'aspect, personnes âgées, enfin, l'augmentation de l'espérance de vie qui fait que comme notamment les femmes ont une espérance de vie plus importante que les hommes, il y a une proportion de femmes seules, je dirais, d'un certain âge, comme on dit, qui mécaniquement se crée par cette évolution. En fait, il y a plusieurs éléments sociologiques qui diminuent la taille des ménages, la taille des ménages, et donc la taille des logements requis. Donc là, on voit bien les familles, entre guillemets, souches, Naples, Séville, etc., avec beaucoup de personnes, mais qui diminuent. Et puis les pays plus individualistes, entre guillemets, qui sont au nord-ouest, en fait. Exactement. Alors, on vient de voir la pression qui a été exercée sur la demande. Maintenant, comment l'offre répond à cette demande? Alors, on voit que sur la période donc 2011-2021, au début juin, eh bien, finalement, la production elle est assez erratique et elle n'est pas exponentielle. D'autre part, on voit que les confinements ont conduit vraiment à un coup d'arrêt de la production. Donc, et il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu une accélération du retard qui avait été pris du fait de, ces non-livraisons. Et si on étendait notre graphique jusqu'à la période 2008, on verrait une chose aussi intéressante qui est le fait que la production n'a pas du tout rattrapé son niveau d'avant-crise de 2008-2009. Et ça, ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi le caractère quand même très similaire, alors, sauf d'ailleurs pour le 2020 qui a été très différent, où on voit que les pays qui ont le plus sous-produit pendant le confinement, c'est bien la France, l'Italie, l'Allemagne beaucoup moins. Mais le problème de sous-offre, qui est un des moteurs des prix du résidentiel, il est européen, il est permanent, parce qu'en fait, c'est fondamentalement, entre guillemets, un problème démocratique. Effectivement, donc, si on s'intéresse à cette problématique des prix et des loyers, notamment les prix qu'on a vus en début de présentation avec une forte croissance des prix, comment ça s'est manifesté finalement dans la dynamique du choix des populations? Est-ce qu'ils ont été vers des zones rurales que vous voyez en gris foncé? Est-ce qu'ils ont été vers des villes secondaires ou les banlieues en vert clair, en vert très clair, ou vers les villes? Les villes, c'est les zones densément peuplées.
Donc ça, c'est les cœurs de métropole. Ben, on s'aperçoit de plusieurs choses. Déjà, en fait, on a toujours une population qui part en fait, des campagnes pour aller vers les villes secondaires ou les centres des métropoles. Ensuite, il y a quand même le fait qui est indéniable, qui est que le centre des métropoles, avec des prix très élevés, a conduit un certain nombre de populations, on le voit représenter ici, à faire le choix en fait, des banlieues et des villes qui peuvent être secondaires autour de ces grandes métropoles en raison d'un prix plus accessible. Alors il y a quand même un juge de paix qui est le temps en fait, que les personnes doivent passer dans les transports, même post-Covid. On s'est aperçu avec des enquêtes que les gens ne souhaitaient pas dépasser 45 minutes de temps de transport pour aller à leur travail. Alors la question, on pourrait se dire, finalement, on avait vu à un moment donné, grâce au télétravail, les gens vont tous aller au bord de mer ou dans des maisons voilà, un petit peu secondaires. On s'aperçoit que c'est quand même pas la grande majorité de la population, c'est vraiment des classes sociales avec des revenus très élevés qui peuvent se permettre ça, mais que le gros de la population en fait, fait plus le choix, elle, à la limite de banlieues à proximité qui vont lui permettre en fait, d'avoir un transport à côté de son logement pour pouvoir aller à son travail en 45 minutes maximum. Ce qui est en train d'émerger à notre sens, c'est pour des classes sociales aisées, le concept qu'on commence à voir dans la littérature de résidence semi-principale. C'est-à-dire d'une agilité un peu plus grande de la part notamment de ces classes sociales-là entre leur résidence entre guillemets de travail et leur résidence secondaire. Donc ce que ça manifeste, c'est plutôt, c'est pas ce que j'appellerais le recours aux forêts de la part de toute la population. C'est plutôt pour les classes moyennes, je dirais mobiles, aisées, métropolitaines, ce concept de résidence semi-principale avec une agilité. Mais au niveau des grandes masses, qui sont celles qui déplacent les prix de l'immobilier, ce qu'on voit, c'est bien ce que montre Henri, c'est-à-dire que oui, il y a à l'intérieur des métropoles une migration vers les premières couronnes, pour des raisons de prix, mais il y a quand même une migration vers les métropoles de la part des gens qui n'y sont pas. Donc en fait, la grande recomposition résidentielle, elle se fait à l'intérieur des métropoles et non pas des métropoles vers le rural, comme parfois on a tendance à l'entendre. D'accord ? Donc ça me paraît un enseignement important. Exactement, c'est tout à fait ça, parce que si on essaye de se projeter en fait à horizon 2030, vous avez ici une représentation en fait en ordonnée de vos taux de croissance de la démographie urbaine par pays et en abscisse le taux de croissance en fait démographique d'un pays. Ce qu'on constate, vous le voyez, hein, c'est toutes les bulles qui sont de ce côté-là, c'est-à-dire l'Allemagne, la Finlande, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Irlande par exemple, vont voir en fait leur population générale croître, mais également leur population urbaine. Alors à l'inverse, hein, il faut prendre un peu des extrêmes pour pouvoir comparer les choses. Vous avez ici le Portugal, l'Italie et la Grèce. La Grèce, c'est vraiment un cas d'école, j'allais dire, puisque vous avez finalement ce pays qui va connaître à la fois une baisse de sa population et une baisse de sa population urbaine également. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment un exode des personnes à la fois du pays vers d'autres pays de la zone euro et puis des générations qui ne sont pas remplacées. À l'inverse, hein, le Portugal, c'est un autre cas. Lui, il va connaître en fait une diminution de sa population, mais les gens vont faire le choix, enfin les Portugais vont faire le choix d'aller dans les zones urbaines qui vont être très fortement dynamisées selon les projections, comme vous pouvez le voir. Alors, une fois qu'on a dit ça, se pose la question des transports. Finalement, comment on fait en fait pour accueillir ces populations, on a pu le voir, mais aussi pour assurer en fait les déplacements au sein de ces zones. Alors il y a un gros travail qui a été réalisé, notamment par Adrien qui est présent ici,
avec nous sur les transports au niveau européen. Ce qu'il faut savoir, c'est que les transports, il y a différentes études qui ont été réalisées, notamment dans les pays anglo-saxons, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Et ce qu'on apprend en fait de ces études, c'est que les nouveaux réseaux de transport vont conduire à accroître une demande de logement dans ces nouvelles zones où on va voir les transports arriver. Autre élément intéressant en faveur des transports, c'est que le prix de l'immobilier dans ces zones vont connaître en fait une prise de valeur pouvant aller jusqu'à 40% en fait de l'immobilier. Donc vous comprenez maintenant aussi pourquoi on a fait le choix d'analyser en fait ces réseaux de transport. En tout, c'est 140 villes qui ont été analysées, ce qui représente un échantillon pour le métro de 4000 km et pour le tramway, on le verra par la suite, de 5600 km au niveau donc, européen. Concernant le métro, on a identifié 80 projets d'extension. Ça représente à peu près 700 km. Vous le voyez, hein, les cercles turquoises se situent principalement à l'ouest. À l'est, on a quand même des choses qui bougent, notamment dans des villes comme Prague, Bucarest, Varsovie, par exemple, où on va voir le métro se développer. Concernant maintenant le réseau de tramway, alors il y a un effet un peu paradoxal, on voit finalement que c'est un réseau qui est dans notre échantillon plus important en fait que le métro, mais il y a moins de projets en développement, puisqu'il n'y a que 430 km en développement, et que les projets se trouvent surtout à l'ouest, notamment on le voit dans des pays comme Paris par exemple, et aussi en Europe du Nord, en Italie et en Espagne. Alors, dernier focus qui est important concernant les transports, c'est le réseau du Grand Paris Express qui va avoir un effet positif. La région Île-de-France, c'est déjà 12 millions d'habitants. On sait que la région va continuer de grandir à la fois démographiquement et économiquement, et que ça va permettre de pouvoir générer de la croissance future en immobilier, notamment comme on a pu le voir dans les slides précédents. C'est un projet de 200 km avec 68 gares, donc ça veut dire qu'il y a un potentiel important de livraison. Toutefois, on a une réserve qui est finalement dans la stratégie d'investissement, si on doit parler un petit peu du Grand Paris, qui est plus l'importance qui doit être accordée aux dates de livraison. C'est-à-dire qu'on pense que plus une date est proche, plus la livraison est garantie, plus une date est lointaine, moins elle est garantie. Donc ça veut dire que si vous faites le pari d'investir sur des projets à horizon 2030, donc les plus éloignés, il n'y a rien qui garantit qu'il y ait vraiment une livraison de ces tronçons. Ces infrastructures ont une influence sur les prix du résidentiel. Il y a une élasticité dont tu parlais des prix, de l'arrivée des transports et sur les prix du résidentiel. Et ça veut dire que par un mécanisme presque keynésien, on pourrait dire, il y a une sorte de montée des prix par la dépense en infrastructures de transport. Et c'est partout en Europe, c'est une tendance lourde, surtout à l'ouest et surtout dans le Grand Paris. Donc il faut bien peser en fait ces choses-là. Ce qu'on est en train de dire dans cette partie finalement, c'est que, si je raisonne un peu en économiste, c'est le marché du résidentiel, c'est un peu un ajustement par les prix, c'est beaucoup un ajustement par les quantités. Les quantités de personnes, de ménages, donc les quantités 1 de personnes, la démographie, 2 de ménages, la sociologie, 3 de transport, les investissements en infrastructure. Et ça, c'est un début de réponse, je pense, assez fort à la question qu'on évoquait auparavant sur pourquoi est-ce que, alors que là, on pourrait dire que dans une logique d'ajustement par les prix normal, ça devient cher, etc. La vérité, c'est qu'il y a des raisons quantitatives, structurelles, massives, je ne dis même pas qu'elles soient bénéfiques socialement, je dis juste que c'est le cas, qui poussent en fait à cette augmentation, je dirais, structurelle des prix. Et le pire, c'est que ces choses sont difficiles à corriger.
Parce que la démographie, c'est difficile à corriger, la sociologie, c'est difficile à corriger, la suroffre, c'est difficile politiquement à corriger, la sous-offre, pardon, c'est difficile à corriger, et les projets de transport, ils sont partis. Donc d'une certaine façon, on a des facteurs, je dirais, un peu inarrêtables de métropolisation qui sont le vrai driver des prix de l'immobilier et qui expliquent la décorrélation à laquelle on assiste aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que les arbres montent jusqu'au ciel. Je suis en train de dire que le ciel est en train de monter. D'accord ? Et donc là, si je fais un bon mot, comme vous savez que j'ai parfois l'habitude d'en faire. Et donc là, si une fois qu'on a fait ce constat-là, ce qu'on voulait approfondir, c'est le comment. En fait, c'est-à-dire quel résidentiel, il y a une demande pour le résidentiel, on est tous d'accord. Comment, quel résidentiel va en fait émerger ? Et là, on embraye un peu dans cette partie sur un constat qu'on avait déjà fait dans une étude l'année dernière, dans une étude qui s'appelle Immobilier et cycle de vie, sur en fait le fait qu'il y a une montée du résidentiel géré par rapport au résidentiel, je dirais, habituel de lots achetés par des particuliers. Et il y a un peu quelques modèles émergents qu'on voudrait vous présenter. Alors, le premier constat, c'est quelle réalité finalement pour l'univers des locataires. Donc grosso modo, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 3 personnes sur 10 sont locataires, donc 7 personnes sont propriétaires. On sait que sur les personnes donc, qui sont locataires, on en a 2 qui payent le prix du marché et une qui paye pas de loyer ou sinon qui a un loyer réduit. Ça, c'est la photo globale. Alors, comment ça se découpe maintenant ? On voit que plus vous allez être à gauche sur le graphique, plus donc c'est les propriétaires, donc c'est votre petit gris, vert très sombre. Vert clair, c'est les locataires au prix du marché et la couleur argile, c'est les locataires à prix modéré. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on a 3 grandes catégories. On a les pays qui sont majoritairement propriétaires. On les trouve principalement à l'Est. C'est par exemple la Roumanie, la Hongrie, par exemple, ou la Slovéquie. Et puis, à l'autre bout du graphique, vous avez les pays qui sont majoritairement locataires. Vous avez par exemple la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche ou le Danemark. Et puis, entre les deux, vous avez les pays qui sont plutôt équilibrés, qui correspondent à la moyenne de ce qu'on peut constater en Europe. On va trouver des pays comme la France, la Belgique ou les Pays-Bas, la Suède ou encore l'Irlande. Donc ça, c'est le premier constat. Avec quand même, pardon, l'Allemagne, parce que comme c'est le plus gros marché, il faut quand même souligner, l'Allemagne est le 2e pays le plus locataire dans cet ensemble européen et c'est le plus gros marché. Donc il y a un peu, si on veut prendre des typologies, il y a vraiment l'Allemagne d'un côté qui est un pays fondamentalement locataire, avec une très faible partie d'ailleurs de locataires plafonnés, on va dire. La France qui est, contrairement à ce qu'on peut croire, plutôt dans la moyenne, même si c'est un très gros marché, donc ça fait, voilà, mais qui est dans la moyenne, avec une part très importante, en fait, c'est quoi, c'est 10%, je crois, de loyers plafonnés. Alors concernant donc l'évolution de la part des locataires, ce qu'on voit en fait, c'est que sur la période 2015-2019, il y a une très légère progression en fait de la part des locataires en zone euro. Et l'autre élément intéressant à noter, c'est que finalement, en fait, cette croissance, elle s'opère surtout sur les pays majoritairement locataires. C'est à la fois la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche ou le Danemark. Et il y a un phénomène dont je vous parlais qui était aussi intéressant, c'est l'Espagne, qui se trouve donc ici, où on voit une très, très nette progression en fait, de la part des locataires, justement avec des mouvements, des évolutions sociologiques qui s'opèrent de plusieurs manières. Déjà, le fait qu'il y ait plus de personnes qui vivent en zone urbaine, et le fait que la vie en zone urbaine en fait ne correspond pas finalement ou n'est pas en adéquation avec le fait d'avoir plusieurs personnes sous le même toit, ce qui était plus facile dans des zones moins denses. Et juste un truc, c'est que ça corrobore ce qu'on avait déjà mis en valeur dans une précédente étude, à savoir que l'Espagne était en train de devenir plus individualiste
et notamment, on le voyait pour la propension à mettre ses parents ou grands-parents dans des résidences seniors, qui était un tabou jusqu'à il y a quelques années et qui devient envisageable dans les sondages qu'on a conduits. Ce qui n'est pas encore le cas en Italie, qui reste un pays qui est quasiment dans la situation du Japon à cette aune-là. C'est-à-dire que une des grandes causes du chômage des jeunes en Italie, c'est précisément le fait que jeunes et seniors, comme on dit aujourd'hui, vivent sous le même toit et que les jeunes sont tenus de s'occuper des seniors et que la propension à mettre, entre guillemets, ses parents, ses grands-parents, à institutionnaliser, comme on dit en anglais, ses parents et ses grands-parents, est bien moindre dans un pays aujourd'hui comme l'Italie. Donc là, on voit bien que tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que la propension à être locataire, donc là, ce qu'on met en exergue, c'est que les pays locataires veulent devenir de plus en plus locataires. Et ça, c'est fondamentalement le symptôme d'une forme d'individualisme et de valorisation de la mobilité. Parce qu'il y a quand même un enjeu derrière tout ça, qui est que, notamment pour les classes aisées de la population, plus elles sont mobiles, si je suis un peu caricatural, plus les gens éduqués sont mobiles, mieux c'est pour la croissance économique. On le voit bien aux États-Unis. Et un des problèmes de la France, c'est que ces cadres ne sont pas mobiles parce qu'ils sont propriétaires. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que plus il y a de locataires, plus il y a du géré, puisque précisément le géré, c'est du géré pour les locataires. Donc ça, c'est une façon d'introduire les modèles de résidentiel gérés, juste pour... Voilà, exactement. Donc, comme tu as pu le dire, Daniel, l'objectif du résidentiel, finalement, c'est de répondre à différentes attentes des locataires. On a vu qu'ils sont en progression, notamment dans les pays qui sont qui ont une proportion les plus importantes. Et répondre aux attentes des locataires, c'est répondre en fait à leurs attentes au cours de leur vie. Quand vous êtes étudiant, quand vous passez de la vie étudiante à la vie active, quand vous êtes actif, et puis après quand vous êtes senior. Donc l'idée ici, c'est de vous présenter différents types d'immobilier serviciel qui commencent à se développer. Le premier, c'est l'exemple du co-living qui est adapté pour les personnes en situation, j'allais dire, transitoire dans leur vie. C'est pas mal aussi pour justement les étudiants quand ils passent de la vie étudiante à la vie active, ou lorsque vous avez des personnes qui connaissent une rupture dans leur vie, c'est-à-dire par exemple vous étiez marié, vous divorcez, donc pour vous remettre en scène, le co-living, des fois c'est une solution qui est vraiment adaptée parce que finalement vous partagez votre vie avec une communauté, vous avez tout un tas d'aménagements qui sont disponibles, immédiatement opérationnels. C'est meublé, c'est équipé, c'est connecté. Il y a également des services. Il y a un certain nombre d'activités, d'équipements qui permettent d'être privatisés ou d'être partagés par l'ensemble de la communauté. Donc vous avez deux modèles qui apparaissent. Le premier, c'est soit l'opérateur souhaite externaliser en fait les murs. Dans ces cas-là, il va faire appel à un propriétaire investisseur avec qui il va signer un bail. Ou deuxième option, en fait, vous avez l'opérateur qui souhaite gérer lui-même les murs et il va en garder bien évidemment la propriété. Autre exemple, le build to rent. Ça, c'est plus, en général, c'est plus adapté pour des personnes en étant dans la vie active. C'est un type d'immobilier qui est vraiment construit pour être loué. Ce n'est pas un type d'immobilier qui est construit pour être vendu à la fin. L'ambition de ce type d'immobilier, c'est d'avoir une gestion professionnelle des locaux et bien évidemment proposer tout un tas d'équipements aux locataires, même des espaces de coworking, puisque c'est souvent adapté, comme je vous le disais, aux personnes en activité. Alors, vous avez trois grands types de business models. Le premier, c'est l'opérateur et le point d'entrée pour l'ensemble en fait, des interlocuteurs. Il supporte bien évidemment le risque de loyer dans cette situation et c'est lui qui va assurer la rémunération aux propriétaires. L'autre business model, c'est le cas où l'opérateur est l'interlocuteur du locataire, mais le bail est lui signé avec le propriétaire
Et troisième cas de figure, l'opérateur est également l'interlocuteur du locataire, mais le bail est lui signé entre le propriétaire et le locataire, mais c'est le propriétaire qui collecte les loyers. Donc on comprend que les risques ne sont pas portés de la même façon dans ces différents cas de figure. Et ça, c'est typiquement la même chose que pour l'hôtellerie, où finalement, si je suis propriétaire d'hôtel, plus je prends le risque opérateur, plus je suis rémunéré. Évidemment, plus je délègue de choses à l'opérateur, plus je suis rémunéré parce que je prends cette prime de risque. Et à l'inverse, si je suis sur le cas numéro 1, là, qui est en fait un master lease avec l'opérateur qui devient une sorte de locataire de fait, là, je suis moins rémunéré, je prends moins de risques. Mais par contre, c'est évidemment plus sûr. Donc là, il y a un peu une palette de typologie de performance qui est possible en fonction du lien entre propriétaire et opérateur. C'est là que c'est intéressant. Voilà, donc l'autre exemple, c'est bien évidemment les résidences seniors. L'idée, c'est de ce type d'immobilier, c'est de pouvoir assurer finalement une certaine autonomie plus longue aux seniors avant une prise en charge pour une situation qui soit réellement critique. On a deux types de modèles économiques. Le premier, c'est le modèle du propriétaire occupant. Dans ce modèle, c'est le fait que la gestion des services et des équipements sont internalisés. Et dans le deuxième modèle, c'est locataire-occupant. Et là, la gestion des services est réalisée par l'exploitant. Il y a un forfait de services de base qui est assuré et donc proposé aux occupants. Et bien évidemment, il y a d'autres services qui peuvent être complétés, qui seront facturés à l'occupant. Donc maintenant, on en vient à la dernière partie. Quand même, pour que ça soit possible, il faut quand même qu'il y ait des investisseurs institutionnels qui achètent les blocs qui sont quand même traditionnellement le lieu où on peut, parce que ce n'est pas à partir de copro en général quand même assez mal géré, qu'on peut mettre en musique cette batterie, cette offre-là. Et donc, ce qui va de pair avec l'évolution dont on parle, c'est la montée des institutionnels dans l'investissement résidentiel. Et ça, c'est une tendance lourde qu'on va démontrer là, qui date de, je dirais, 5-6 ans fondamentalement. Et pour vous donner juste un aperçu, en France, le volume d'achat en bloc était il y a 3 ans d'1 milliard d'euros, en 2021 de 5 milliards d'euros en glissant. Donc on est sur quelque chose qui est en train d'exploser aujourd'hui pour la France et pour l'Europe. Je t'en prie. Oui, effectivement, en Europe, donc on voit la représentation ici des volumes d'investissement européens sur la période 2011-2021. On voit qu'à partir de 2015, on a la moyenne annuelle qui est de 40 milliards qui a été franchie, et ce jusqu'à 2021. 2021 devrait être encore une très bonne année, puisque plus de 50 milliards au niveau européen devraient être investis. Et depuis 2018, il y a un autre phénomène qui est intéressant, qu'on ne voit pas sur le graphique, mais je vais vous le dire quand même. C'est le fait que le résidentiel est devenu en fait la deuxième classe d'actifs à être investi derrière le bureau. Donc c'est quand même un gros changement, puisqu'avant c'était toujours le bureau et le commerce qui étaient les deux principales classes d'actifs sur lesquelles les investisseurs allouaient leurs capitaux. Pour vous donner l'ordre de grandeur, le bureau, c'est à peu près 180 milliards d'euros investis par an en Europe, et le résidentiel, on touche les 60, donc un tiers. Donc quand on regarde maintenant la répartition par pays, on a une répartition qui se fait, j'allais dire, à l'image de ce qu'on a pu voir sur notre répartition un peu de notre rapport locataire-propriétaire. On voit que l'Allemagne domine, c'est 32%. Et après, pour arriver à quelque chose d'à peu près comparable, il faut additionner les Pays-Bas, la Suède, la France, le Danemark et l'Espagne, où on est à 34% à peu près. Et là, pardon, ce qui est intéressant, c'est, clairement, plus on est locataire par rapport à sa population, plus c'est les institutionnels qui détiennent le logement, mais ça c'est normal, si ce n'est pas un particulier qui le détient, c'est bien un instit. Ce qui est intéressant, c'est le Royaume-Uni, qui est quand même un marché 3 fois plus gros que la France,
alors que c'est un pays de propriétaires. C'est-à-dire que c'est les seuls où il y a à la fois beaucoup d'argent instit et beaucoup d'argent particulier. Un pays comme l'Allemagne est très instit, et un pays comme la France est un pays peu instit, mais qui grandit dans cette direction-là. Concernant maintenant les taux de rendement prime, donc, vous avez ici donc, en turquoise le taux de rendement prime maximal, en vert foncé le minimum et en vert sapin celui du T2 2021. Alors ce qu'on constate, c'est que globalement, on a eu une tendance à la compression sur l'ensemble des marchés, donc entre 2011 et 2021 T2. On voit que les marchés où les taux sont les plus bas, donc les plus prime, c'est Paris, Munich et Vienne. On se trouve en dessous des 3%. Si on veut aller chercher du rendement, il faut aller dans des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas ou l'Irlande, mais avec un risque, bien évidemment, puisque là, on va être sur des taux prime supérieurs à 5%. Alors, plusieurs éléments à avoir en tête. C'est un, on a d'importantes décompressions qui ont eu lieu suite à la crise de 2008-2009. Pour lesquels en fait les marchés n'ont pas encore été ne sont pas revenus en fait à ces niveaux-là. C'est par exemple Rome, Milan. Vous avez également Barcelone et Athènes et Dublin bien évidemment, qui avait connu d'importantes corrections de valeur. Mais quand même, sur la période 2011-2021, le pays, enfin le marché connaît une compression de ses taux. Après, on a d'importantes compressions qui ont continué à s'exercer malgré les crises. C'est par exemple Francfort, c'est par exemple Berlin, Amsterdam, Bruxelles, Anvers ou encore Rotterdam. Alors l'autre élément en faveur du résidentiel, il nous semble vraiment important, c'est la prime de risque qui est toujours en faveur du résidentiel, puisqu'on voit en 2011, la prime de risque n'était pas forcément en faveur du résidentiel, alors qu'à partir de 2021, c'est fait avant, mais on voit qu'au deuxième trimestre 2021, la prime de risque est toujours en faveur du résidentiel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a des taux souverains à 10 ans qui sont restés à des niveaux très bas en raison de la politique accommodante de la BCE. C'est ce qui explique en fait cet intérêt et cette prime de risque qui s'est reconstituée pour le résidentiel. On se trouve à peu près à 200, entre 200 et 600 points de base par rapport à cette prime de risque, ce qui correspond à peu près à ceux du bureau prime d'ailleurs. Donc finalement, la compétition entre ces deux types d'actifs n'est pas trop forte. Ça c'est vraiment un constat important parce que le raisonnement des institutionnels, il est en partie basé sur la prime de risque, c'est-à-dire sur ce que rapporte en rendement. Je ne parle même pas de gain en capital. En rendement, le résidentiel par rapport à leur taux souverain. Et on voit bien qu'en 2011, dans la majorité des cas, c'est négatif. C'est-à-dire en 2011, de ce point de vue-là, le logement est trop cher, d'une certaine façon, pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne couvrent pas leur taux souverain. Par contre, en 2021, tout est positif. C'est-à-dire que tout devient investissable selon cette grille d'interprétation-là, qui n'est pas la seule qu'il faut avoir parce qu'il y a aussi les espérances de gain en capital, mais on a vu qu'elles étaient bonnes. Mais je dirais qu'en termes de prime de risque, le résidentiel est au niveau en 2021 et c'est aussi ce qui explique cet engouement actuel de leur part. Concernant maintenant le couple performance... la performance donc, du résidentiel, ce qu'on constate en fait, donc la performance du résidentiel, elle est constituée de quoi? La performance globale, elle est à la fois composée du rendement locatif et du rendement en capital. Ce qu'on voit en fait sur ce graphique, c'est que la volatilité en fait, du résidentiel est beaucoup moins forte que certaines autres classes d'actifs. Donc, ça veut dire que finalement, en termes de volatilité, on a une bonne performance et une volatilité qui est un petit peu plus faible que les autres classes d'actifs, voire même beaucoup plus faible. Donc juste pour voir, là vous avez en bleu, c'est la logistique qui est le plus rentable aujourd'hui, historiquement, avec plus de volatilité. Vous avez le vert, le résidentiel, qui est le plus rentable aujourd'hui après la logistique, avec moins de volatilité.
Et puis après, vous avez, en 5, vous avez ouais, le total, OK. Et puis vous avez alors, le bureau c'est le gris, voilà, ouais, il est tellement gris que je ne vois pas. Le bureau qui est juste en dessous, et puis vous avez évidemment l'hôtellerie et le commerce qui ont connu évidemment une mauvaise année 2021. Après, pour le commerce et l'hôtellerie, c'est le rendement en capital sur ce graphique, puisqu'on ne le voit pas, qui s'est fait attaquer. Bien évidemment, dès que ça s'est revalorisé, après ça réaugmente. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, le résidentiel a délivré 100 points de base supplémentaires à l'ensemble des classes d'actifs sur cette période, hein, et qu'en gros, il a délivré 7,9% entre 2011 et 2020. Et en 2020, comme tu disais, Daniel, en fait, le résidentiel a très bien performé, hein, c'est la deuxième meilleure performance après la logistique, avec un rendement global de 7,1%. Mais une fois qu'on dit ça, en fait, le risque, c'est de croire que finalement, on peut acheter n'importe quel type de résidentiel. Où qu'on aille, on va avoir un rendement qui va nous être assuré parce qu'on achète du résidentiel. Ben, en fait, c'est une grosse erreur de penser ça, surtout quand on l'analyse à l'échelle de l'Europe. On a analysé 170 métropoles. Vous avez en vert foncé, en fait, le taux prime finalement de nos centres urbains, ce qui est vraiment le plus prime, hein, les centres urbains densément peuplés, et vous avez le taux prime des villes secondaires. Et ce qu'on constate en fait, et alors, oui, pour expliquer le graphique peut-être. Là, c'est les rendements. Voilà. Cette partie-là, les prix augmentent, ou les compressions. Hein. Cette partie-là, les prix baissent. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et donc en vert foncé, c'est les villes, les métropoles, on va dire, et en vert clair, c'est les villes secondaires. Voilà. Les banlieues plus lointaines. En fait, il y a plusieurs éléments en fait, qui ressortent. Donc, un autre élément à avoir en tête, c'est Europe et également certains pays hors Europe, comme le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse, qui ont été analysés à travers ces éléments. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a 50% en fait, de cet échantillon de villes qui ont connu une compression. Vous avez environ 10% qui étaient stables et à peu près 40% qui ont connu une décompression. Surtout des villes secondaires qui ont connu cette décompression. Donc vous le comprenez bien à travers ce graphique. Il est important en fait de réussir à mener une politique fine d'aide à la prise de décision dans les choix pour construire et acheter un portefeuille résidentiel. Et avant qu'on passe justement à ce que nous on sélectionne, là le constat qu'on voit, c'est quand même qu'il y a la moitié des villes qui baissent en prix. Donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose d'unilatéral, dont une grande majorité de villes secondaires qui étaient déjà très élevées en taux, donc assez basses. Donc finalement, c'est presque une situation où ce qui est cher devient plus cher et ce qui est pas cher devient moins cher. Hein, de façon globale, c'est une sorte d'inégalité croissante entre les villes européennes, et ça c'est la façon négative de parler de la métropolisation, hein, qui n'est rien d'autre que l'inégalité des territoires en vérité. Alors concernant les perspectives de rendement global à horizon 2023, on va essayer de se projeter déjà un petit peu, voir comment les prix peuvent évoluer à horizon 2023. Donc 2021-2023, selon notre modèle de projection de rendement global, on arriverait à un rendement global moyen au niveau de l'Europe, de la zone euro de 4%. Toutefois, il y a plusieurs éléments en fait, auxquels il faut faire attention. C'est que si on a des marchés qui vont progresser, il y en a d'autres qui vont peut-être connaître une performance un peu moindre. Alors, il faut savoir que 4%, c'est dans une optique vraiment très conservatrice. Voilà. Mais bon, je préfère être plutôt conservateur ici plutôt que d'annoncer des taux très élevés qui pourraient ne pas se réaliser, puisqu'il y a quand même des risques et je partagerai ces risques avec vous. Alors, il y a certains pays, en fait, on va voir, qui peuvent connaître une croissance assez forte une année et il y a des risques à horizon soit 2022, soit 2023
Notamment, on a des risques, on a identifié des risques, par exemple, au Royaume-Uni et en Slovénie, en raison de différents facteurs qui peuvent être à la fois de remontée des taux en fait, de ces pays-là, ou de croissance de prix un petit peu trop forte qui peuvent conduire à un réajustement par la suite. Mais globalement, si on prend l'ensemble de la période, comme je vous disais en début de présentation de cette slide, on serait autour de 4%. Alors les risques qu'on a identifiés, ils sont de plusieurs natures. Il y a tout d'abord une crise financière. Si on traverse une crise financière, forcément l'immobilier résidentiel devrait être impacté. Il y a une remontée trop brusque des taux long terme aussi qui pourrait conduire bien évidemment à un réajustement des valeurs. Idem pour l'inflation, dans le sens où si l'inflation viendrait à être beaucoup trop longue, ça pourrait conduire en fait la Banque centrale à devoir remonter ses taux. Mais on sait aussi aujourd'hui que la Banque centrale ne souhaite pas couper l'herbe sous le pied à la croissance, donc elle va essayer de mettre en place des éléments pour maintenir plutôt la croissance et donc maintenir des taux à des niveaux bas, mais c'est des choses qui peuvent arriver, donc c'était important de les partager. Et puis, dernier élément, c'est des croissances trop fortes des prix. Ce qu'on voit généralement, c'est que dès qu'il y a une croissance qui a été trop forte sur une année, il y a souvent un phénomène de réajustement à la baisse l'année qui suit. Une analyse pays et de projection, ce n'est pas suffisant en fait. Il faut essayer d'avoir une analyse beaucoup plus fine et de cartographier selon les marchés quelles sont les dynamiques qui peuvent sous-tendre une bonne stratégie. Donc on a créé pour ça l'Eurocity Ranking. En gros, c'est des différentes catégories d'indicateurs. Vous avez 5 grands indicateurs. Le premier, c'est des indicateurs démographiques. Bon, c'est par exemple la population, la dynamique démographique, tous les éléments qu'on a pu voir précédemment. Des indicateurs de conditions d'accès au logement, vous avez des indicateurs immobiliers, des indicateurs économiques et de transport. Tout ça, ça représente à peu près 140 villes qui ont été analysées. Il y a eu 30 critères. Ça fait l'objet de notes, ça fait à peu près 5000 notes. Et à la fin, vous avez un scoring qui est établi. Et ce scoring, en fait, il est donné ici. Ça vous donne 3 grands marchés. Les marchés Tier 1, Tier 2 et Tier 3. Et dans ces différentes typologies, en fait, le premier, donc Tier 1, c'est des marchés qui ont un couple rendement-risque qui est vraiment bien équilibré. Donc, c'est nos marchés les plus attractifs. Les deuxièmes marchés, donc les Tier 2, ils sont caractérisés par un très bon rapport rendement-risque, mais on a identifié un élément, en fait, qui a obtenu une note un petit peu moins bonne que les marchés Tier 1. Et enfin, notre dernier tiers, on a identifié plusieurs risques. Et du coup, c'est des marchés qui vont nécessiter en fait une analyse vraiment approfondie pour assurer un bon rendement global et dans le cadre, j'allais dire, d'une stratégie plus long terme. Et donc voilà. Et donc, oui, là, vous voyez, là, c'est vraiment le tip, comment on dit ça, le bout de l'iceberg, la partie émergée, voilà, de l'iceberg que vous voyez, mais d'un modèle développé par Henri et Adrien ici présents, qui est assez massif. L'idée, c'est qu'il ne s'agit pas de dire le résidentiel, c'est bon, mangez-en. Il s'agit de dire à quel prix est-ce que ça devient envisageable et quel risque on est prêt à prendre. C'est-à-dire qu'en tant que gérant, il n'y a pas à choisir entre acheter pas cher un actif risqué ou acheter cher un actif pas risqué. La question, c'est juste de savoir, avant qu'on l'achète, quel était le risque pour ne pas se tromper sur le prix. Donc pour nous, cette notion de modèle est importante parce qu'on n'est pas sur des logiques exclusives d'exclusion d'actifs, mais sur des logiques d'acheter à son risque l'actif tel qu'il est. Et donc, c'est un peu ça la logique du modèle. Et donc, pour conclure, comme on l'a dit, il y aura de plus en plus d'investisseurs en immobilier résidentiel du côté Instit. Je pense que vous avez compris pourquoi. Il faut avoir des stratégies assez fines de sélection des biens et des villes, surtout, et des territoires.
Il y a une question, les questions qui restent, c'est celle du modèle économique, c'est-à-dire entre le résidentiel géré, le résidentiel entre guillemets classique. Comment est-ce qu'on met les opérateurs dans nos modèles économiques? Comment est-ce qu'on fait moi j'appelle ça le ménage à trois du bail, entre bailleurs, preneurs, opérateurs? Comment on fait fonctionner ce modèle économique? Personne n'a trouvé la solution aujourd'hui. Le marché est en train de la chercher. Possiblement, on va la trouver. Et l'autre enjeu pour des gérants comme nous, pour conclure là-dessus, c'est qu'il y a une question de modèle économique aussi au niveau du property management, parce que gérer tout ça, ça coûte cher. Et gérer un portefeuille aussi granulaire de locataires, ça coûte très cher. Et la seule façon, je dirais, d'être performant, c'est de dégager des économies d'échelle au niveau de l'administration de biens. Des économies d'échelle qui peuvent venir par la technologie. On est tous en attente de copropriété digitalisée, hyper optimisée, etc. Ça n'existe pas vraiment encore, sauf de façon embryonnaire. Et puis, ces économies d'échelle, on les réalise par la technologie, mais surtout par la taille. Et donc, à un moment donné, c'est une question de taille. C'est-à-dire, à un moment donné, plus on a d'actifs, plus on peut faire d'économies d'échelle, plus on peut être un acteur important sur le résidentiel. Et donc, c'est comme on l'a fait, nous, sur la santé, c'est ce qu'on ambitionne, nous, d'être dans les années qui viennent et qu'on a commencé depuis 5 ans maintenant. Donc voilà, merci de votre attention.